Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 7 de C'est qui en pôle avec Steph, comme d'habitude. Comment ça va? Hello. Eh bien, ça va très bien, et sachant que on va faire un petit behind the closed doors. Je vous révèle qu'on fait le commentaire à chaud, hein. On vient de regarder le GP, donc on est encore limite par descendu, quoi. On va attaquer directement donc avec le numéro 7. On va parler de Carlos Checa, qui a commencé sa carrière en 93, où il va courir en 125 2,5, et en 95, il va arriver donc en catégorie Rennes, c'est-à-dire à l'époque les 500 cm3 chez Honda. Alors il va courir dans la catégorie donc 500 cm3 et MotoGP jusqu'en 2007. Il va quand même courir 222 courses, c'est quand même une belle carrière. 2 victoires et 24 podiums, avec un meilleur classement mondial en 98 où il va faire 4e, et en 2002 il va faire 5e. Ensuite, il va continuer sa carrière en Superbike de 2008 à 2013 environ. Il va courir à peu près la moitié de la saison. Et surtout, il va ramener un titre mondial en 2011 sur Ducati. Donc c'est quand même une belle armoire à trophées, notamment en Superbike, parce qu'il va faire 49 podiums, dont 24 victoires sur 150 courses. Donc ça fait mine de rien une course sur 3 où tu ramènes une coupette à la maison. Donc ça prend de la place, quoi. Une belle petite carrière. Petite anecdote que m'avait soufflé Pierrot, puisqu'il y a eu un petit échange de numéros avec Norik Abe, puisque Norik, on en avait parlé, portait beaucoup le 6, et Checa, comme on vient d'en parler, il porte le 7 en général. Et par contre, il y a une année où c'est l'inverse, donc Checa fait 6 et Abe fait 7. Donc cette année, c'était en 2001, et en 2002, ils vont échanger leurs numéros pour retrouver leur petit numéro fétiche. Autre petite anecdote, donc on a son petit frère David Checa, qui est très très connu parce qu'il court avec le GMT 94 depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. C'est une famille qui a rapporté quand même pas mal à ce sport, hein. Donc t'as un petit quelque chose à ajouter sur Carlos Checa? Je crois en fait que c'est quand il était contemporain de l'Australien Troy Bellis que j'ai beaucoup entendu son nom, parce que je suivais le Superbike, parce que j'idolâtrais Troy Bellis, l'homme aux petits doigts qui manquent. On va passer à ce qui nous a occupé pas mal ce week-end, c'est-à-dire le Mugello. Volontiers. Avec donc les news, notamment une sale nouvelle qui date maintenant d'une dizaine de jours. Un accident de Rossi à l'entraînement en motocross. Il me semble que certains lui avaient fait promettre de ne plus faire ça. Burgess avait fait promettre à la fin de l'ère Ducati que fini le motocross, tout au moins rapproché dans la saison. À la limite, s'il veut faire ça à l'intersaison et se casser un os, c'est son problème. Et Graziano, parce que sur tes bons conseils, j'ai regardé les docus de la Dorna, et il y a tout un passage où Graziano, Rossi, le père, se marre avec toujours son sourire, en sachant qu'effectivement Rossi n'en fera rien, enfin Rossi son fils en tout cas, il disait fini le motocross, parce qu'il s'était bien éclaté déjà, il s'était luxé une épaule à l'époque. Il avait pris une bonne bourre. Et donc Graziano se marrait à moitié, parce que c'est un peu les 400 coups, quoi. Il disait on lui a dit plus motocross. Bon, ça c'était il y a quelques années. Visiblement, ça l'a pas vacciné. Bon, on reviendra un petit peu sur son déroulé. Bon, il a été un petit peu incertain durant toute la semaine. C'est pareil, il y a Pierrot qui a été l'un des rares à noter sur la photo le selfie qu'a tweeté donc Valentino quand il était à l'hôpital. Il n'y avait que des filles. Non, c'est pas ça qu'il a noté. Oui, il y avait que des filles dans le champ. Je sais, oui, c'est bien possible qu'il y ait que des filles. Mais surtout, il a noté la bonne barre noire de l'hématome sur le haut de la poitrine de Rossi, qui fait penser qu'à mon avis, il a pris effectivement une bonne Il y avait un rental marqué sur le thorax à l'envers. C'était un peu ça, ouais. Je pense qu'il avait le rental qui est rentré un peu fort. Il a pu courir, c'est le principal. Après, oui, il y a eu aussi donc la première semaine des essais qui se sont tenus à Barcelone suite à la correction du tracé. Donc il va y avoir une nouvelle chicane, notamment sur la fin du circuit, qui va être différente de celle du tracé de F1 utilisé en 2016 suite au décès de Luis Salom sur ce secteur. Il y a eu énormément de retours négatifs sur cette modification. Le plus franc du collier, ça a été quand même Loris, qui a dit que maintenant c'était un circuit de merde. Pour une fois, c'est Crutchlow qui a fait son vieux sage en disant voilà, on peut pas demander une modification et cracher dessus une fois qu'elle est mise en œuvre. Voilà, on verra après, puisque de toute façon la course va arriver bientôt à Barcelone. Oui, en parlant de sécurité ou d'absence de sécurité, ou parfois la sécurité se résume à mettre une botte de paille devant les murs en pierre, il y a le Tourist Trophy qui se lance, et c'est toujours aussi anxiogène pour moi de voir ces images, parce que j'aime pas trop les voir décoller, ou même arriver sur des murs en pierre avec pas beaucoup de protection, on va dire, ou à travers les villages.
Ouais, c'est clair. Donc j'ai un peu un rapport compliqué avec ce spectacle parce que je préfère regarder les résumés une fois que tout est fini et qu'on sait s'il y a eu des drames ou pas. C'est des motos de la vraie vie ou quasiment sur des routes de la vraie vie et c'est là le problème. Donc mais ce qu'il y a de mythique, c'est aussi la longueur de ce tracé. Je sais pas combien c'est de kilomètres, mais c'est beaucoup. Et donc pour l'apprendre, je sais qu'ils mettent 16 minutes à le parcourir. Je crois que le machin fait une 60aine de bornes. Ah oui, quand même. Bon, bah, c'est pire que je pensais. On a une pensée pour eux, finger crossed. Et pour revenir à nos amis MotoGP, il y a eu, outre les tests à Barcelone, Ducati qui a allé faire ses tests au Mugello le 15 mai, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Il y a eu aussi un wet test sur le mouillé à Valence, mais il se trouve que c'était ouvert à tout le monde, mais il y a que les marques VDS qui s'y sont collées. Mais en même temps, ce que disait Michelin dans les interviews sur le sujet, c'est qu'il faut faire ces tests-là pour homologuer les pneus sous la pluie, notamment leur tenue et leur résistance dans le temps, parce qu'ils sont tellement tendres que si c'est pas détrempé, la plupart des pneus pluie partent en lambeaux au bout d'un tour sur les zones sèches. Bah oui. Par contre, j'ai une question. Oui. Comment tu fais des tests mouillés s'il pleut pas? Eh ben voilà, alors soit t'attends, surtout en Espagne tu peux attendre longtemps, soit tu prends un camtar citerne pour arroser. Et donc je ne sais plus combien ça coûtait, mais il paraît beaucoup. Ça a coûté assez cher de faire ces essais, en arrosant la piste, donc avec un méga camion. Il se trouve que ce méga camion est aussi à l'origine des déconvenus des marques VDS, mais après Grand Prix, parce que tu as peut-être lu comme moi cette nouvelle un petit peu rigolote entre guillemets, c'est que les bras cassés qui s'occupaient du camion citerne sont allés choper de l'eau dans une mare, donc ambiance eau stagnante. Alors c'est pas tant qu'il restait des morceaux d'algues, mais il y avait dans cette mare, dans cette eau croupie, des bactéries. Alors tu vas me dire, les bactéries sont tombées malades ou quoi? Les pilotes, pas du tout, c'est les motos qui ont pas aimé. Parce que quelques jours après, les mécanos de marque VDS ont failli faire un arrêt cardiaque en voyant toutes leurs jolies pièces en magnésium on va pas dire inox parce que sinon ça serait pas oxydé, mais beaucoup des pièces de la moto se piquaient, voire même ils ont eu peur que les étriers soient niqués, et en faisant leur petite enquête ils se sont rendus compte qu'effectivement c'était dû aux bactéries qui étaient dans l'eau de la mare du coin plutôt que de la vraie de l'eau filtrée ou du moins pure. Donc je pense que ça fera date et qu'ils feront pas deux fois la même erreur. Mais nos pauvres amis de marque VDS, il y avait le problème esthétique de certaines pièces, mais il y avait aussi les étriers qui sont repartis chez Brembo. Problème de fonctionnalité, Et effectivement, avec les freins, on ne plaisante pas. Je pense pas, surtout au Mugello. Voilà, c'était... Surtout quand t'arrives au Mugello. Oui, là, il faut éventuellement pouvoir s'arrêter en bout de ligne droite à 350. Oui. Donc, très mauvaise opération que ce test-là, finalement, parce que Michelin était peu convaincu par l'efficacité des tests, et en plus, ils ont niqué les bécanes. Coûté cher au Bibendum, cette affaire. Et puis, dans la série Les News d'avant-course, samedi, il y a eu une conférence de presse pour confirmer que Triumph serait bien le motoriste Moto2 pour 2019. 2019, ouais, ça laisse une grosse année pour préparer. Pour se préparer. Qui dit Triumph dit 3 cylindres. C'est pas comme Ducati qui met des 4 cylindres dans ses MotoGP. Bon, j'en démords pas, excuse-moi. En tant que ducatiste de route, je préfère les billes. Mais mettons. Je reviens à Triumph. C'est un 3 cylindres qui est dérivé, alors Dixit Lacom bullshit, très étroitement des Street quelque chose, voire des Daytona, je suppose. Donc ce qui a fait dire à un tweetos assez humoristique que n'importe quel blaireau qui aurait un roadster pourrait se prendre pour un pilote. Bon, ça fait aussi partie du délire en même temps. Et chez le motard bas de plafond, c'est important. Donc la cylindrée, ce sera 765 cm3. 765, oui, qui est une cylindrée qui est donc supérieure. Alors après, il suffit qu'il touche un peu à l'alésage, à celle, je crois, des Daytona, qui c'est plutôt un anagramme, à savoir 675. Là, on est sur 765, c'est ça? 765, c'est ça. Voilà. Donc ce que j'espère par contre, c'est qu'on pourra retrouver ce son des Triumph. Alors peut-être que dans nos casques audio ou sur nos canapes, on n'entendra pas forcément le vrai son. Et ça sera intéressant de voir ça. Si le passage de 4 à 3 fera un son étrange, que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Il fait quoi? Il fait un sifflement, en fait. il siffle plus qu'il ne ratate. Et voilà, il est... Alors, je pense que les échappements vont beaucoup jouer dans le fait que ça va finalement se finir en carnage auditif.
A priori, il a un sifflement qui est caractéristique des triomphes. Après, ouais, pour en revenir plus à ce qui s'est passé ce week-end, il y a eu pas mal de pépins physiques dans le paddock, donc avec Rossi dont on a parlé, son petit accident de motocross. Mais ouais, c'était pas le week-end des Italiens, hein, puisqu'on a Iannone qui a passé un week-end assez compliqué, on va dire, hein, en compagnie du Jacob Delafont italien, puisque a priori il avait une bonne gastro qui l'a pas mal embêté tout le week-end, et surtout Dovi qui s'est réveillé en difficulté le dimanche matin en annonçant une intoxication alimentaire. C'était pas la fête hein, sur le paddock. Mais bon, voilà pour les news d'avant-course. On va passer aux qualifications donc pour ce Grand Prix d'Italie. On attaque par les Moto 3 et ce qui devait arriver arriva. Ça a été la grosse chasse à l'aspi en Moto 3. Donc je pense que tu as vu comme moi les photos qui ont circulé sur Twitter pour faire le dernier run où les mecs étaient tous ensemble. Ouais. Ouais, j'ai surtout vu une vidéo où ils se faisaient tous un signe du style vas-y, ils faisaient carrément des signes de la main, genre vas-y, passe. Ouais, vas-y, passe devant, mec. Et alors après, grotesque, ce qui va être sympa, c'est le jour où la Dorna va leur dire bah écoutez, on va vous foutre une moto de devant et puis vous suivez tous, comme ça vous aurez tous la même aspi. Mais voilà, enfin c'était un problème dont on avait déjà parlé en début de saison. Bon là, au Mugello, c'est d'autant plus important puisque l'aspi est vraiment un facteur déterminant sur le temps que tu peux faire. Donc ça a été assez rocambolesque pour les qualifs. Ouais, ça a valu quand même à 3 pilotes d'être pénalisés, notamment le pilote qui était en pôle, hein, donc, qui avait fait le meilleur temps. Ils lui ont dit bah écoute Pépère, tu vas prendre 12 places dans ta tronche. Du coup c'est McPhee qui est en pôle puisque Jorge Martin a pris 12 places de pénalité. Et les deux autres pilotes étaient beaucoup moins bien placés sur la grille, hein. C'était plus des pilotes qui étaient aux environs de la 25-30e place. Donc en première ligne, on a eu Mir et Di Gianantonio qui accompagnaient McPhee. Et on a eu Bulega, Guevara et Fenati en deuxième ligne. On a eu Danilo, donc 11e temps des qualifications. Et Canet Binder, qui d'habitude était un petit peu mieux placé, là ils sont un peu loin, ils sont 14 et 15. En Moto 2, toujours la même équipe aux avant-postes, hein, c'est-à-dire Morbidelli, Marquez. On a eu Pasini, donc qui accompagnait donc, les deux marques VDS en première ligne. Lutti Nakagami, Marini, le demi-frère de Valentino en deuxième ligne. Et Rémi Gardner, qui est 11e sur la Tech 3. Savoir que Rémi Gardner, depuis le début de la saison, il n'avait pas eu énormément de chance, puisque il a eu pas mal de crashs et notamment une blessure. Voilà, il place bien la Tech 3, à savoir que le problème, c'est que Ravi Viré, il s'est blessé en qualif, donc le deuxième pilote Tech 3, il n'a pas pu faire la course. Je te laisse parler des MotoGP ? Oui, alors, en MotoGP, parce que je suis une saloperie de Rossi fan, je vais de toute façon signaler ce que moi j'en retiens. C'est que en FP3, Rossi est revenu de la cave, parce qu'il était 15 et 16, pour revenir faire le meilleur temps de la FP3. Et si je ne m'abuse, le meilleur temps combiné. Pour je crois bien. Quitte à passer en Q2, autant autant y aller avec le meilleur temps combiné. Oui. Et donc ça, alors pourquoi je cite ça? Parce que généralement on évite de s'enflammer trop sur les FP, mais parce que nous, en tant qu'espèce de fan transi, on craignait que son accident et ses douleurs le fassent faire le figurant. Non, a priori ça s'est bien passé sur les chronos en tout cas. Après, pour parler de ce qu'ont donné vraiment les Q1 et Q2, on a quand même eu une Q1 qui était peuplée de gens assez capés, puisqu'il y a eu entre autres Zarco qu'on suit beaucoup effectivement, qui s'est retrouvé à la place du con, entre guillemets, à savoir 11e, en fin d'FP3. Je crois qu'il y avait aussi d'autres personnes bien... Ouais, ça devient habituel, il y a du beau monde qui est des gros... en Q1, mais Zarco a réussi à s'extirper, mais il nous a fait quand même un petit peu peur, et je sais pas si tu as vu comment s'est déroulée cette qualif. En Q1, Zarco est parti très tard, il lui restait l'équivalent de 3 gros tours, ou 4 au maximum. Et je crois que c'est dans son deuxième tour pneu chaud, alors peut-être son troisième en fait. Là il claque le premier temps. On a vraiment cru qu'il allait jouer et faire l'œuf jusqu'au bout, mais non, c'était pas une bravade a priori. Il est tellement serein qu'il en est flippant en fait. Je sais pas si ça te fait le même effet, c'est... C'est un petit peu ce qu'il a dit, hein. A priori, le Mugello, c'est quand même un circuit qui physiquement est fatigant, donc il pouvait pas la jouer comme au Mans, où il avait roulé la totalité de la Q1, il s'était reposé en début de Q2 pour faire une pendule. Là, il l'a joué un petit peu différemment parce qu'il avait déjà, il sortait de FP4, il fallait qu'il roule la Q1, après il savait qu'il y avait la Q2 derrière, donc il l'a joué un petit peu différemment. Au final, pour la grille, première ligne, Vignales, Rossi et Dovi, avec Pirro, qui est la wildcard, on peut dire, hein, c'est la troisième Ducati officielle.
Ouais, c'est la wildcard. Pedrosa et Marquez. Donc pour des Honda qui sont un petit peu en train de piocher, c'est pas si mal d'être en deuxième ligne. Lorenzo, Bautista et Petrucci. Encore un gang de Ducati. On voit un peu les lapins crétins, tu sais, en train de hurler comme ça derrière. Non, Lorenzo sauve encore les meubles, on va dire, parce que j'ai entendu dire dans les commentaires qu'il s'était fait un petit peu, pas souffler dans les bronches, mais expliqué par le manager de Ducati que se faire niquer, même au qualif, même à des FP qui sont sans conséquence et être derrière plusieurs Ducati satellites, ça le faisait pas pour l'image de marque. Ah bon? Oui. T'as vu ça où? Oui. Dans les commentaires d'Eurosport, il s'est dit qu'il y a eu pas une mise au point parce que Lorenzo est prompt à se vexer. Tu connais le Lascar. Mais donc c'était entre 2 séances de débroussaillage, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que le temps parce que c'est encore des 2 temps, tu sais, son coupe-bordure là qu'il utilise, et puis il était allé faire le plein de la Seat Leon, tout en allant acheter des choupa choups au comptoir. Et donc l'homme sandwich, Lorenzo, en fait, a priori, s'est fait rappeler, pas rappeler à l'ordre parce qu'on ne fait pas ça à quelqu'un qu'on paye 10 millions par an, n'est-ce pas? Et on lui a fait mettre dans la balance son contrat mirifique et ses résultats qui sont plus des places d'honneur qu'autre chose. Mi-figue. Voilà, un peu de figue, mais un peu moisi, tu vas pas sécher, elle a pas séché la figue. Ouais. Non, il est certes en train de monter en puissance, mais je crois que ça s'agace un peu dans le management du 4. Ok. Voilà, on va suivre ça. J'étais pas au courant, j'avais pas suivi cette petite histoire de mise au point. Et alors, dans la série, mets-moi encore un petit coup de pression parce que j'adore ça, que une victoire au Mugello serait très bien, mais que ça ne suffirait pas forcément à en faire une saison réussie. 3 petits points. Donc, petit coup de pression là. Ah ouais, carrément. Ah oui, mais alors est-ce que c'est aussi dû au fait que Ducati est dans le collimateur pour la revente? Je pense que personne n'est serein dans cette écurie, même si le week-end du Mugello est censé être la fête. On a rappelé à Lorenzo qu'il fallait pas que les 10 millions ce soit comme les fonds secrets des députés, quoi. Ducati, c'est pas le Qatar. C'est ça. Donc le robinet, c'est sympa, mais il y a un château d'eau en amont et il n'est pas infini. Voilà. Ok. Donc, voilà. J'étais pas au courant de cette petite ambiance. Oui, donc ambiance sympathique chez Ducati. De la grille MotoGP pour glisser un peu de gossip parce que ça m'est revenu en voyant la grille et effectivement, il faut. Lorenzo s'est bien montré, notamment. Je crois que c'est en FP4, il y avait l'espèce de Fantastic Four qui était dans les 4 premiers chronos du FP4, qui était le truc qui sert pas. Non, ça sert surtout pour préparer la course. Pour préparer la course. Et donc il y avait le retour du Fantastic Four sur les chronos du FP4. D'accord. Ouais, c'était cool. Ouais. Et donc Zarco, éprouvé qu'il était par son passage en Q1, s'est contenté de la 11e place. Sachant qu'il y a eu une petite image sympa aussi qu'on a revue avant la course sur Eurosport en tout cas, qui est que Marquez s'était mis derrière Zarco pour choper un peu sa roue, voir son aspi. Ce qui est quand même, maintenant on a presque l'impression que c'est normal, mais c'est pas mal que Marquez s'en serve comme lièvre finalement. C'est clair. Donc, et Marquez a confirmé après en conférence post-qualif que non, il bouchonnait pas, hein. Il n'était pas ralenti par Zarco, il voulait juste un peu se caler dans le rythme, quoi. Okay. Voilà pour les qualifs. Ok, donc on va passer aux courses. MotoGP World Championship about to start. The gloves are off and we are racing. Ouais, donc la course Moto 3, c'est parti pour 20 tours. Donc les Italiens ont été bien à la fête quand même au départ, puisque Di Gianantonio et Fenati prennent la tête assez vite. Alors Suzuki, Mir et McPhee sont dans le coup. Cette course Moto 3, elle a été quand même très très belle, puisque ça a été une course très serrée de bout en bout, avec notamment à chaque fois que ça passait au T1, c'est-à-dire au virage 1, après en bout de ligne droite, t'avais un paquet de 7-8 coureurs qui à chaque fois, ça venait de l'aspi. Donc les gars, ça faisait un bel éventail en fin de ligne droite. Alors au début c'était une petite dizaine de pilotes, mais cette petite histoire ça a quand même fini, on le verra un petit peu plus tard, il y avait 25 coureurs en 3 secondes à 10 ou 11 tours de l'arrivée, donc ça fait vraiment un gros paquet. Au fil des tours, le virage 1 c'est le rendez-vous des freineurs, comme je l'ai dit, grosse aspi, gros freinage. Martin, Binder, Boulega, Mignot, Ramirez, alors tout le monde est dans le paquet de tête, quand t'as un paquet de 25, forcément tout le monde est là. Alors la tête de course, ça va énormément bouger entre Fenati, Mignot, Mir, et donc Danilo va chuter dans le 9e tour. La course, ça reste super animé tout le long et très incertain, puisqu'on a, comme je l'ai dit, un groupe de tête d'une quasiment une vingtaine de pilotes. C'était impossible de savoir qui allait gagner, donc c'était assez chouette à voir. Alors celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est Mignot,
qui va prendre la tête assez tôt dans le dernier tour avec Di Gianantonio. Ils vont réussir à partir un petit peu tous les deux, à se détacher un tout petit peu du peloton. Du coup, ça va donner aux tifosi un beau doublé italien sur le podium, puisque ça va rester comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est Guevara qui va faire la 3e place. On va avoir Binder, Canet, McPhee qui vont faire 4, 5, 6. Mir qui est derrière tout le monde, qui est 7. Et Fenati, moi j'avais mis pourtant une petite pièce sur Romano, hein, puisqu'en Italie en général, il aime bien se montrer. Bah là, il fait 13, donc il est un petit peu loin de tout ça. Je suis passé un peu vite en résumé sur cette course parce qu'il y aurait énormément à dire, mais sur un circuit du Mugello, quand vous avez un groupe de tête qui fait 25 pilotes, c'est super impressionnant à voir. Il y a eu énormément de dépassements, ça a été dans l'ensemble assez propre, il n'y a pas eu de gros clash, c'était vraiment une très très belle course, très serrée, très disputée, tout le monde a pu aller montrer la moto devant, c'était vraiment super chouette. Moi, des courses comme ça, j'en veux bien tous les week-ends. Même si au bout du compte, c'est des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes, même si Mignot, il est chez VR46, il s'était montré un petit peu discret en début de saison, mais clairement, c'était super beau ce qu'il a fait pour sortir du paquet au beau moment, et c'était une très très belle course avec énormément de dépassements en tête, et c'était vraiment, vraiment chouette à voir. On leur en veut pas finalement de se faire les courses de lévrier avec le lapin au calife, parce que la course est palpitante. Alors c'est là où arrive la nuance, c'est que quand tu sais que toute la course, tu vas la passer en paquet de 25. Alors c'est pareil, un commentateur qui a fait une super remarque, c'est le Moto 3, il pourrait partir pour 3 tours ou pour 300 tours, de toute façon, c'est pareil. Donc tu vois, c'est là où tu vois toute l'inutilité. C'est toujours bien de faire une pole, c'est toujours bien de montrer la moto, etc., etc. Mais que tu sois premier ou que tu sois 15, si tu te débrouilles bien au départ, t'es dans le bon paquet. Donc il y a au bout du compte pas nécessairement intérêt à foutre le bazar en qualif comme ils le font, quoi. Après, chacun a sa petite idée là-dessus, hein. C'est toujours bien de faire la pole, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des petites primes. Mais au bout du compte, je vois pas l'intérêt de foutre le bordel comme ils le font, quoi. On va passer à la course Moto 2. Donc, comme je l'ai dit, Vierret absent de la course, puisqu'il a chuté en qualif. Mais a priori, il sera là pour le prochain week-end. On a Morbidelli, Pasini, Marquez qui prennent un bon départ. Il y a eu un gros high side de Baldassari qui emmène avec lui Nakagami. C'est une chute qui, au bout du compte, aurait pu faire assez mal, hein, puisque les deux restent, je dirais pas collés à leur moto, mais bon, presque, ça aurait pu mal se terminer. Bon, les deux pilotes sont pas blessés. Mais bon, ouais, voilà, Baldassari, ça s'est pas super bien goupillé. Il emmène le pilote japonais avec lui. Bon, pas de chance. Pasini va prendre les commandes devant Marquez et Lutti qui passe Morbidelli pour la 3e place. Ça reste sagement dans cet ordre, hein, sans réellement creuser d'écart entre les pilotes. Derrière, on va avoir Oliveira, Bagnaia, Marini qui sont décrochés, mais qui se livrent une belle baston entre eux, donc pour les places 5, 6, 7, puisque Morbidelli, il est en 4e place, mais il décroche petit à petit du trio de tête. Alors je sais pas, peut-être avoir des explications sur ce qui s'est passé, puisque d'habitude il est plus à l'aise aux avant-postes, mais là il était clairement décroché. Et il y a eu des très très belles manœuvres entre Pasini et Marquez pour la victoire. Il y a eu des très très beaux dépassements entre deux, surtout dans la deuxième moitié de course. Ça a été vraiment vraiment chouette, parce que d'habitude le Moto 2 c'est en ce moment assez monotone, et là la course pas du tout, hein, puisque le trio de tête c'est quand même pas mal bastonné. Il y a eu un très très beau dernier tour où Lutti va prendre la tête, Bagnaia donc va chuter dans le dernier tour, et Pasini va reprendre la tête pour la conserver jusqu'au drapeau à damier devant donc Lutti et Marquez. Morbidelli, Oliveira et Marini vont faire 4, 5, 6. Binder qui fait 10 pour son retour de blessure, donc c'était très très bien. Et Gardner sur Tech 3 dans les points, puisqu'il est 14e. Alors il avait eu pas mal de galères en début de saison, notamment des chutes, blessures, etc. Et du coup il marque ses premiers points. Donc c'est vraiment bien pour lui de rentrer dans les points, de faire une course d'une part pleine, de faire un week-end où il montre qu'il est un petit peu décroché de la tête, mais il n'est pas si loin que ça sur la grille. En course, il est 14e, il marque des points, et c'est très bien pour lui. Donc moi j'aurais 2 petites choses à noter sur cette course, hein, notamment donc Pasini qui va la gagner. Savoir que c'est un vieux de la vieille, hein, puisque je sais plus quel âge il a exactement, mais il a énormément roulé sa bosse dans le paddock, puisqu'il a commencé en 2004 en 125, et sa première saison en 2,5, il l'a fait en 2008. Donc tu vois, ça fait quand même 9 ans. Et ça faisait quasiment 8 ans qu'il n'avait pas gagné de course, et c'était déjà en Italie. C'est chouette, je pense que quand t'es italien comme lui, que tu gagnes à la maison, ça doit être un chouette moment. Et on a vu aussi une belle image dans le sens où Baldassari, quand il emmène Nakagami, forcément après il va dans le motorhome pour s'excuser après le crash. Donc c'est des images qu'on préfère voir, hein, parce qu'on va voir par la suite que des fois c'est plus compliqué pas tout à fait le cas.
Ouais, parfois c'est plus compliqué. Voilà, une course Moto 2 qui dans l'ensemble a quand même montré énormément de belles choses, surtout sur le trio de tête. Côté Frenchie, on a Quartararo qui fait 18ème, donc ça va faire un bon paquet de week-ends que Quartararo dit que c'est un week-end à oublier. Et au bout du compte, on se souvient de plus beaucoup de week-ends, donc il va falloir vite se remettre à gagner des points, parce que c'est quand même dommage de le voir si loin en course. Tu vas nous parler un petit peu du GP, MotoGP ? Ah, il y avait un MotoGP au Mugello ce week-end. Ah ouais. bah alors là, attends, enfin ah oui, c'est vrai. Non, alors sérieusement, parce que bon bah moi j'ai été un petit peu en train de trembler, Rossi, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? D'autant plus que là je raconte ma vie, mais de toute façon c'est moi qui dis, Donc, j'ai enregistré le truc et j'ai passé toute l'après-midi à attendre que la réunion de famille se passe et ne pas regarder mon fil Twitter. Jamais, pour pas voir. Tu sais, imagine qu'il y a eu un crash, tu sais, genre j'arrive, je me mate le GP, qu'est-ce que je vois pas? Premier tour, Rossi premier, très bon départ, il vire en tête. Ah oui, il fait un super départ. Donc là, il dose tout le monde. Les deux Yam sont en wheeling. Alors sur les ralentis, d'ailleurs, je vois qu'ils doivent avoir le réglage anti-wheeling différent des autres marques, parce que les Yam, elles font des roues décollées juste avant de freiner au premier virage, ce qui est quand même toujours aussi anxiogène. Mais bon, ça se passe bien. Il reste sur ses roues. Tu connais ma passion pour les gens qui restent sur leurs roues, surtout quand c'est Rossi. Oui. Suivi par Vignales, espèce de petit salopard. Alors, en parlant de petit salopard, Lorenzo qui se montre. Parce que Lorenzo, il se croit autant des grandes heures. Alors, plus sérieusement, et en essayant de ne pas être trop de mauvaise foi, Lorenzo tient la dragée haute, y compris à Rossi, dès le deuxième tour. Donc là, on se dit, waouh, non seulement les Ducats, c'est leur terrain de jeu Mugello, mais là, Lorenzo se réveille, quoi. On a tâtieux. Il a notamment dosé grâce à la légendaire, n'est-ce pas, bon Murdoch, vitesse de pointe des Ducats, qui on a l'impression que c'est pas la même catégorie. Vraiment, parce que ouais, j'ai été bluffé. On revient aux années aussi stoner où les autres marques faisaient littéralement de la peine. Alors c'est vrai que c'est une ligne droite d'1 kilomètre. Là, au bout du kilomètre, elles accusent un différentiel de vitesse, je ne sais pas de combien. Il y a de la remontée, il n'y a pas besoin d'aspi. C'est-à-dire que ils sont obligés de déboîter pour pas se les prendre. Clairement, c'est ce que tu vois clairement, c'est que les mecs à la régulière. Ouais, ok, ça va m'aider un peu, mais t'inquiète, de toute façon, je te déboîte. Et Rossi est un fief et freineur, mais même là-dessus, il peut pas lutter. À ce qu'il peut faire aussi, c'est quand même essayer de se placer un peu pour que 2-3 courbes après leur fasse un petit inter. Mais grosse puissance des Ducats là, elles ont fait la loi sur la ligne droite. Et Marquez montre le bout de son nez, mais on va vite voir que c'est un feu de paille, comme Lorenzo finalement. Il finira par rétrograder, mais ce qu'il faut aussi qu'on note en parlant des bouts de ligne droite épiques, c'est le bout de ligne droite à la fin du deuxième tour où Dovi manque de s'en mettre une très belle avec un guidonnage de ouf. Le ralenti me fait frissonner rien que d'y repenser. Ouais. On voit un truc qui bouge dans tous les sens. Je voudrais pas être sur la selle à ce moment-là. Ah ouais, non, mais là, n'importe quoi. Je ne sais pas comment il fait pour attraper ça, mais ça passe. Gros mental. Il y en a un autre qui a un gros mental, c'est Petrucci, parce que au moment où il y a un peloton de tête qui est composé, alors l'ordre change assez souvent dans les 5-6 premiers tours, de Vignales, Dovi, Rossi. Derrière, Fissa, Petrucci pointe son nez, et il va faire mieux que de pointer son nez, il va recoller à ce magma de 4 pour après faire son chemin. Vignales prend les commandes, et Dovi passe Rossi, donc tu as finalement ce trio de tête qui va se stabiliser relativement longtemps, Vignales, Dovi et Rossi. Par contre assez vite sur certes une erreur de Vignales, mais une belle manœuvre aussi de Dovi. Dovi passe premier et Vignales va le chasser. Mais Rossi est pas aussi bien qu'on l'avait vu dans les tout premiers tours, qui fait un peu le yo-yo. Alors sur ces entrefaits, Espargaro se tape un ride-through qui signifie au revoir la course quasiment, parce qu'il a bougé d'un bon petit mètre quand même, certes, ça l'a pas avantagé, mais ça a suffi à ce qu'il se tape un ride-through. Comme je l'avais déjà évoqué, Lorenzo baisse, et pendant ce temps aussi Zarco refait son petit bout de chemin, parce qu'il passe de 11 à 9 assez vite, et puis végète en 9ème place, j'aimerais bien, mais il réussit quand même à remonter aussi au forceps, piquer la 7ème place à Lorenzo, donc on va dire que les destins de Zarco et de Lorenzo se croisent. Dovi passe en tête, et
je prends la liberté d'appeler ce petit con de Petrucci. Je prends la 3e place à Rossi, parce que ok, c'est un Italien, ok, il est sur Ducati, mais quand même, il passe le docteur. Ouais, mais c'était une belle manœuvre, et surtout, oui, après... tout à fait. Mais pourquoi je l'appelle ce petit con de Petrucci? Parce que je suis avec mon boulier, tu vois, à compter les points que Rossi se prend sur Vignales quand tu t'intercales. À la limite, je veux bien, moi, que Petrucci il redouble ensuite Vignales pour que l'écart de points soit moins important, mais là, il vient mettre du point, là. Petit con. Excusez-moi, je l'aime bien quand même. Mais tu sais, tu peux pas t'empêcher d'avoir cette réflexion dans ton canapé, tu sais, avec ta bière à moitié tiède. Il y a des petits cons là, qu'est-ce que tu fais là? Qui va pas nous niquer le championnat? Qui c'est que ça là? Bah si. Donc Vignales, par contre, ne se laisse pas faire. Il reprend la 2e place, qui vient faire ce que j'aime pas, à savoir, il prend la 2e place, il fout Petrucci derrière lui, donc les points, ça baisse pour Rossi. Rossi s'accroche, mais il n'arrive pas à faire mieux que de suivre le train. Ouais, il se fait décrocher quand même. Enfin, après, on peut comprendre que physiquement, ce soit pas, tout à fait, soit pas au top. Hein. Moi, le comptable de service, je vois les points qui s'en vont. Et... Petit plaisir aussi, parce que bon, je suis taquin et on voit que Bautista arrive à hisser sa Ducati non officielle en 5e place, alors que Lorenzo va finir un petit peu au début de la cave, on va dire ça comme ça. Marquez galère sévèrement, donc se fait passer par Bautista et fait 6e et Zarco 7. Avant d'évoquer le triomphe de Dovi qu'on aime beaucoup, on l'a déjà évoqué avant, il y a dans le dernier tour une magnifique figure de style. Oh, magnifique. Quelle était-elle? Peux-tu nous en parler? Parce que je rigole trop, donc je me fais mal aux côtes comme Rossi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, comme d'habitude, tu vois 2 mecs dans le bac en train... Enfin... Limite de se mettre il y en avait quand même un qui avait le poing serré et qui essayait d'expliquer à l'autre ce qui s'était passé. Alors il y avait un peu de fumée, donc tu vois pas trop qui c'est, et après tu reconnais les motos. Oh là là! Oh là, il y a une Honda officielle et puis il y a une LCR. Et donc là, tu vois notre ami Pedrosa et notre ami Crutchlow donc dans le bac. Et ce qui s'est passé, c'est que Pedrosa, il a essayé de faire l'inter à Crutchlow et que il a perdu l'avant. Et donc les deux dans le bac. Comment on appelle cette figure? Ça, c'est une belle Yannone, ça. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai dit, c'est dans les règles de l'art. Oui, optimisme, une belle Yannone. Se voir trop beau. Voilà. Je dis ça va passer et emmener les gens et voilà. Bon, voilà quand même dans l'affaire Crutchlow, donc il se déboîte l'épaule, hein, donc c'est, à mon avis c'est jamais d'une part agréable parce que quand tu te relèves faut bien te la remettre en place et Mel c'est Gibson sympa mais bon exactement. C'est pas Mel Gibson, notre ami. Mais bon, voilà, donc il y a eu une explication de texte quand même entre les deux à chaud qui était assez tendue. Je pense qu'on en reparlera un petit peu, on ressortira un petit peu ce qui s'est dit. On va ça, les petites déclarations, surtout que l'amical. Ouais, bon. Cal, il est chaud. Il aime bien. Et voilà, le gros problème, enfin moi ce qui me choque le plus dans l'affaire, c'est qu'ils étaient à la bataille pour la 11 et la 12e place. Et donc les gars, il y a les 3 Honda, il y avait 3 Honda sur la piste. Hein. Ouais, il y a un point à prendre. Donc vous battez pas, ça sert à rien. Quand tu vois ce que tente Pedrosa pour passer Crutchlow à 4 virages de l'arrivée pour la 11e place. Alors là, je vais gossiper un petit peu, je n'ai aucune preuve. Mais ce qui est sûr, c'est que Crutchlow a fait remarquer à maintes reprises que lui, n'étant pas officiel, c'est pas rare qu'il nique les deux autres. Donc il mériterait du meilleur matos et de meilleurs égards. On en a déjà parlé, qu'il aime bien parler. Oui. Est-ce que Pedrosa voudrait pas remettre à sa place le Briton, comme il a essayé de le faire, comme il l'a fait d'ailleurs en faisant un bloc pass de l'arrière tu vois ce que je veux dire, mettre des petits coups de pression, peu comme Rossi avait fait à Gibernau, sauf qu'on n'est pas dans le même championnat. Là. Tu vois, ça, moi je veux bien comprendre que Pedrosa il veut le remettre un petit peu à sa place. Il l'a bien mis à sa place, hein. Ils ont essayé de faire des châteaux de Crutchlow, mais faut qu'il le fasse comme il l'a fait au Mans où il fait 3 quoi. Voilà. Pas là quand tu te bats pour la 11e ou la 12e place. Voilà quoi, tu n'as plus rien à jouer. Ouais, voilà, tout ce que tu as à gagner c'est de foutre au bac avec un pote. Moi j'ai trouvé que la manœuvre était quand même vachement optimiste pour ça quoi. Et donc ouais, c'était un quand tu dis c'est une Yannone, c'est une belle Yannone. Dans les règles de l'art, puisque les deux tombent là. C'est important. Belle connerie, ouais. Et on l'appelle aussi dans la famille Jobartim le ça passé c'était beau. Par contre, il faut pas que ça nous empêche de saluer finalement la victoire de Dovi, la 3e de sa carrière et la première sur le sec. Mais la première d'un Italien au Mugello sur une Ducati, l'espèce de joie au cube
de l'Italien. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis surtout, quand tu vois sa course dans la globalité, elle est super. Il remonte petit à petit tout le monde. Et une fois qu'il est en tête, il est bien en tête, il a son tempo. Personne va venir l'embêter. Il va prendre aucun risque. Ça va être super propre. Et c'était clean, c'était du Dovi. Il y a absolument rien à dire. Beau. Et moi, je suis vraiment très très content pour lui parce que c'est un mec qui s'est quand même énormément donné pour remettre Ducati sur de bons rails. On a eu maintes fois l'occasion de le rappeler. Et qu'il puisse offrir à Ducati une victoire au Mugello aussi belle, pour lui je pense que c'est une très très belle histoire. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on se rappelle qu'à un moment il y a eu un plouf-plouf entre Iannone, alors il a peut-être pas duré longtemps le plouf-plouf, Iannone et Dovi pour Ducat, qui a gardé Dovi, et qui a vu arriver Lorenzo sur sa chaise à porteur avec son contrat à 10 millions. Donc ça peut aussi le faire, alors lui faire plaisir. Je dis pas que ça lui fait plaisir pour faire chier Lorenzo, mais voilà, c'est cette reconnaissance là qui va venir des facto. Non, mais il montre tout simplement qu'il a développé, mais l'équipe a développé une très très belle moto, que lui il sait le chemin qui a été parcouru, et voilà, on sait tous que au Mugello Ducati ils viennent pour gagner, que ce soit lui qui fasse gagner Ducati cette année, c'est très très beau, c'est vraiment très très bien pour lui. Après moi je suis comme toi, j'aime bien voir Rossi devant, mais bon voilà, là ce week-end je pense que physiquement il avait pas les moyens de faire mieux que ce qu'il a fait. Il a fait des très très belles qualifs malgré son état physique, et après il a fait la course qu'il a faite, et c'est toujours chouette de voir Ducati gagner au Mugello, en plus avec un Italien sur la première marche. Et moi je note surtout la belle troisième place de Petrucci, parce que Petrucci il vient mettre un coup d'épaule dans la porte, il vient faire une Jack Nicholson dans Shining à la limite, et donc ça passe, et donc ça remet Lorenzo d'autant plus à mal qu'il y a non seulement Petrucci mais Bautista. Ça c'est beaucoup plus ça pique, ça picote. Ça, ouais, exactement. Ça, c'est beaucoup plus critique puisque Bautista, il est pas non plus dans une écurie, même pas, je qualifierais même pas ça de satellite. Ils sont vraiment dans une écurie cliente. Même s'il a une GP, je crois que Bautista, il a une GP16. Il est quand même bien fourni en termes de package, mais il fait quand même 5. Et quand Ducati fait 1-3-5 au Mugello, c'est vraiment chouette. Lorenzo, il fait 8 dans l'affaire. Au bout du compte, ce qui fait peur, ça fait pas peur. Ce qui fait mal, c'est que Lorenzo, il est 8 devant Pirro, qui est pilote d'essai et wildcard Ducati, et il est devant que de 4 dixièmes, quoi. Mais Petrucci, il est sympathique, et le podium, c'est pas comme un podium pour Rossi. C'est pas pour relativiser le fait que Rossi ne l'a pas eu, mais celui que j'appelais quasiment affectueusement ce petit con de Petrucci, il s'est juste contenté de briller, et voilà quoi. Mais il a fait exactement comme Dovi, il a fait sa course à son rythme. Étant donné que les Ducati sont à l'aise sur ce circuit, où ils font énormément d'essais privés, où ils connaissent tous les recoins de la piste, parce que Pirro il doit y faire des tours, mais il doit y passer sa vie au Mugello. Mais voilà, au bout du compte, ils sont là et ils font un très très beau week-end. Ils ramènent des belles coupes à la maison. Ça va faire plaisir à tous les tifosi. Donc ça, c'est vraiment chouette pour Ducati, ça c'est clair. Quand tu vois le team directeur qui était dans le fauteuil de Lorenzo pour regarder la course, ouais, voilà. Moi avec Rérez, je pensais qu'il était revenu sur une meilleure trajectoire. Il recommence à taper dans le dur. Ça va être compliqué. Là, la saison... ça va être de plus en plus dur. Mais c'est d'autant plus étonnant pour l'observateur extérieur que je suis, de le voir aux avant-postes dans les 3 premiers tours comme ça, et ensuite redescendre. Il faudra peut-être regarder un peu les interviews post-course. Mais je serais intéressé d'avoir son débrief, parce que, comme tu dis, quand tu pars avec les premiers et qu'au bout d'un moment tu lâches, c'est pas qui c'est... mais il a fait 2-3 tours et après c'était... Bon, après ça peut toujours être les pneus qui sont détruits, mais ça peut arriver aussi. Après on bitch pas mal sur Lorenzo, on respecte le pilote, le triple champion du monde, mais on n'aimerait pas être à sa place. Enfin, je parle pas spécialement. Mais comme on sait qu'il a sa fierté, je pense que quand ça picote, c'est en mode Tabasco, quoi. J'avais juste une petite remarque, genre voyant les courses. Je pense qu'il y a un beau business à faire en termes de fumigène jaune au Mugello quand même. Alors, et tu sais que j'ai vu les images d'hélicoptères et je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas retarder la course, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, effectivement, avec le tassement des perspectives, on peut penser que on y voyait clair sur la piste, mais depuis l'hélico, on a l'impression d'un vieux film d'horreur. C'est un sacré public quand même là-bas. Ah ouais, c'est des grands malades. Mais en parlant de sacré public,
Et je lisais sur le blog de Pedrosa, que c'est peut-être pas même pas lui qui l'écrit, qu'il disait que c'était un des rares trucs, des rares endroits où il dormait pas sur le circuit à cause du boucan, parce que il semblerait que ce soit pire qu'au les mecs se pointent avec tout ce qui peut être motorisé et ils font rupter. Et j'ai appris donc que c'est le domaine de la tronçonneuse sans échappement. Visiblement, les mecs prennent des tronçonneuses sans échappement et les font rupter. Voilà. Ça remplace les cordes de brume. Moi, je trouve que c'est le bon délire. Après, les mecs pourront trouver ça lamentable. C'est sympatoche, hein, voilà. Alors, côté Frenchie sur cette course, donc on a Baz qui fait 18, Guintoli 17, et comme on l'a dit, Zarco qui fait 7. Donc, il y a eu 2-3 petits bruits d'après-course, notamment Rossi, qui a dit qu'il était déjà content d'avoir pu courir devant le public du Mugello compte tenu de son état de santé, donc et en plus il fait 4, donc c'est quand même pas si mal. Et bon, Crutchlow, il a commencé à parler un petit peu de la situation avec Pedrosa, donc je pense que dans les jours qui vont venir ça va se calmer un petit peu, mais là il était chaud de l'adrénaline du dernier tour. Par contre, il y aurait un petit mot à dire aussi sur l'hommage qui a été rendu à Nicky Hayden. Donc, il y avait énormément de pilotes qui avaient un petit quelque chose pour se rappeler de Nicky Hayden. Donc, il y avait aussi toutes ces motos qui ont été exposées au paddock. Il y a eu 69 secondes de silence sur la grille de départ, peu de temps avant le départ. Donc, notamment Rossi qui avait son 46-69 sur le casque. Il y a eu pas mal de clins d'œil de beaucoup de pilotes donc pour saluer Nicky Hayden. La tribune Ducati aussi. Exactement. Ils ont fait un gros tifo, un beau tifo pour Nicky Hayden, donc qui a été un pilote Ducati pendant longtemps et qui avait marqué les tifosi. Au niveau du championnat, en Moto 3, on a Mir qui est toujours en tête avec 108 points, Canet deuxième avec 74 et Di Gianantonio qui, mine de rien, est troisième avec 71 points. Donc c'est un pilote dont on a assez peu entendu parler sur les premières courses, mais il était toujours pas trop mal placé, et là étant donné qu'il a fait un beau podium, ça leur place tout de suite au championnat. Bon Mir il a quand même 34 points d'avance sur Canet, donc c'est un bon petit matelas. En Moto 2, petit resserrement puisque Morbidelli est à 113 points, on a Lutti qui est deuxième à 100 points et Alex Marquez 3e à 78 en MotoGP. Donc Viñales en tête avec 105, Dovizioso qui prend la deuxième place avec 79 points et Rossi 3e 75. Alors on a toujours Zarco, il a perdu une place là, il est 6e au championnat. Il est premier indépendant avec 22 points d'avance sur le deuxième et premier rookie avec 23 points d'avance sur le deuxième. Je vais aussi suivre Zarco parce que je pense qu'au bout d'un moment il va être premier indé et premier rookie. Là il est bien, hein, même s'il fait pas un week-end entre guillemets aux avant-postes. C'est ça qui est intéressant, quand il était très très bien au Mans, forcément on a parlé de lui tout le week-end. Là il était un tout petit peu moins bien, mais au bout du compte il fait quand même 7e en course, donc ça fait des jolis points pour le championnat. Et puis il est toujours là quoi, donc quand on voit que devant c'est la fête au Ducat et il y a les deux Yamaha usines, c'est difficile de faire mieux qu'un top 7 quoi, c'est normal hein. Au bout du compte je pense qu'il et puis il a sa place quoi. Il aime à dire que toutes les courses lui servent, y compris le Qatar lui a servi. Quand ça se passe pas bien, lui, il semble armé mentalement. Il semble pouvoir aussi apprendre de ses week-ends. Ils sont pas mauvais, c'est pas mauvais comme week-end, hein, mais c'est clair. C'est un week-end qui était, il a fallu un peu ramer. C'est clair, parce que là sur la course, de toute façon, il peut pas aller chercher Marquez 6 puisqu'il est à quasiment, il le voit pas de la course. Puis bon, il est devant Lorenzo et pas mal de bons pilotes, donc c'est très très bien pour lui d'être à cette place-là. Faut pas oublier que comme c'est son année de rookie, tous les circuits, il les découvre avec avec cette cylindrée. Sauter les virages à la tronche, beaucoup plus qu'avant. On a tendance à trouver ça normal au bout de quelques courses, mais je m'extasie encore. Alors on va faire un petit point Frenchie hors MotoGP avec Maya Secluzel qui courait en Super Sport en Angleterre, hein, c'était sur le circuit de Donington. Sofuoglu s'est imposé devant Maya Secluzel, donc qui ont fait 2 et 3. Et au championnat, Maya c'est toujours en tête avec 105 points et il a 30 points d'avance sur Kenan Sofuoglu. Donc on va continuer à les suivre, et en complément on va suivre aussi un petit peu Florian Marino qui fait un beau début de saison en Stock 1000, une catégorie qui court les mêmes week-ends que les Superbike Super Sport mondial, et il est 3e au championnat, donc on va essayer de voir un petit peu comment ça va évoluer au fil de la saison.
On a fait un joli petit tour du Mugello et donc de ce qui s'est passé sur 2 roues qui vont très très vite. On va se projeter maintenant sur le prochain Grand Prix qui arrive très très vite puisque c'est déjà dimanche prochain. Quel Grand Prix donc? C'est le Grand Prix Monster de Catalogne. On l'appelle aussi Grand Prix de Barcelone, c'est plus facile à retenir parce que ça se passe pas à Barcelone. Notamment parce que c'est les petits gars de Montmelo qui ont amené le pognon pour faire le circuit. Montmelo, c'est une petite ville, si je compare à Barcelone. Il est beaucoup moins au sud que Jerez, parce que Jerez, qu'on a vu en début de championnat, est limite à Gibraltar, en fait. C'est pour ça qu'il y fait si beau, si chaud. Barcelone est plus limitrophe de la France, si on peut comparer les latitudes. Pas si loin des Pyrénées. Voilà, donc il fait pas une chaleur de bête cette saison, pas encore en tout cas. Je parle de ça à cause des températures de piste, parce que visiblement ces 2 ou 3 derniers Grands Prix, les écarts de température d'un jour à l'autre ont fait que les gens sont grattés la tête sur les choix des gommes. Le circuit donc de Montmelo est récent, il a été inauguré en 91, il a accueilli la F1, c'est un des circuits qui accueille les 2 championnats phares, le MotoGP et la F1. Donc la première course de F1 a eu lieu en 91 et la première course de MotoGP en 92, et on squatte ce circuit tous les ans sans discontinuer depuis 92. Petit fun fact, sa ligne droite a été utilisée pour le départ et l'arrivée du contre-la-montre par équipe de cyclisme sur route en 92, l'année de la Dream Team, JO de Barcelone. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle... au JO. Au JO, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le circuit de Barcelone, parce qu'il a plus marqué les esprits par son inauguration qui était concomitante. Je pense qu'à mon avis, les gens de la région ont dû se servir de la machine à pognon que sont les JO pour se dire, on a un petit circuit à se faire, là on se le glisserait pas dans l'enveloppe, tac. Ah la vache. Non mais plus sérieusement, je pense que il a été fait beaucoup plus sérieusement que par opportunisme, mais ça peut aider d'avoir les JO chez toi pour lâcher quelques millions pour faire un peu d'asphalte. Ce tracé-là, il fait 4 km 7, donc on est dans les moyennes de à peu près tous les circuits qu'on a vus jusqu'à présent, sauf le très long des US, qui était encore plus long, et une méga ligne droite, si tu suis ma pensée, parce qu'elle fait 1000 mètres, elle fait pas 600 mètres, comme certains autres circuits. 7 gauche, 9 droite, alors après les grands spécialistes me diront s'il y a de la bigomme gauche-droite différente. C'est un circuit relativement équilibré. Record du Tour, je parle de ça parce que ça m'a permis de bien m'essuyer les yeux pour voir les records du Tour. Vignales en 2016, une 45.9. Et pourquoi je me suis les yeux? Parce que comme il est aussi couru par des F1, je vois une 21.6 en F1. Alors je savais bien que les F1 étaient un peu avantagés, on va dire, parce que il se trouve que les bécanes de MotoGP, ce qui les limite beaucoup dans leur vitesse de pointe, c'est l'aérodynamisme de chiotte d'une moto, globalement par rapport à une voiture. Parce que c'est un truc à faire des turbulences, les motos. Ce qui limite beaucoup la vitesse de pointe, enfin limité, surtout quand tu dépasses 300, on pourrait avoir l'impression qu'on rigole, mais c'est l'aéro. Et puis bon aussi les surfaces de freinage qui font que pour décélérer, t'as pas 4 gommards, quoi. T'en as que 2 et souvent t'en as qu'un en fait quand tu freines, c'est celui d'avant. En général, t'as celui de derrière qui lève et t'as quand même 25 secondes de différence sur un tour entre une F1 et une MotoGP. Ouais, c'est énorme. Il ne reste pas moi que je préfère à MotoGP, mais bon, ça n'est que mon avis. On en a parlé avant de la modification du tracé, mais cette notion de chicane qui était propre à la F1 jusqu'à présent, elle est apparue en 2007. Le virage 12 a été redessiné pour la F1 et il y a eu l'instauration d'une chicane. On va dire c'est pour la sécurité, non pas pour la F1 en tout cas. Vu que ça se taxait pas assez dans la ligne droite, ils ont voulu ralentir le rythme pour que tout le monde arrive tassé avant la ligne droite et qu'ils se fassent des aspis devant les caméras sur la ligne droite. Donc c'était vraiment la machine à spectacle. Je te colle une chicane pour faire chier tout le monde, pour que c'est du stop and start pour la ligne droite. Pour ramasser un peu le peloton. C'est cela. Donc malheureusement, du fait de l'accident de Luis Salom, il y a eu utilisation en urgence de cette chicane, F1, dite F1, qui a été pérennisée, comme on en a parlé plutôt dans ce podcast, par la petite sœur. Alors elle diffère parce que c'est la même, mais quelques dizaines de mètres plus tôt. C'est le même type de tracé pour faire que le virage 13 disparaisse et devienne une chicane. Désormais, on va dire que la F1 et le MotoGP se ressemblent beaucoup à quelques mètres près en fait. On fait un petit point palmarès. Alors on a vu dans le passé que ça voulait pas vraiment dire grand chose, mais ça permet peut-être de se remettre un peu d'espoir, n'est-ce pas? Parce que Rossi est de loin le taulier avec 7 victoires. Plus important que ces 7 victoires, parce que comme on connaît sa carrière, on peut se dire c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps, mais la dernière était en 2016. On se souvient qu'il a, passe-moi l'expression, niqué les Espagnols chez eux. Ouais, elle était belle. Elle était très belle. C'est une belle fessée de culotté quand même. Donc il y a eu victoire en 2016 et qui était venu mettre fin à une dizaine de 6 ans parce qu'en fait pendant 6 ans il n'avait pas gagné et donc ces 6 précédentes victoires elles avaient été dans ce qu'on pourrait appeler la Golden Era de Rossi où il
Il a enquillé les championnats du monde MotoGP comme des perles. Ouais. Lorenzo a Comme quand des même perles. 4 victoires, donc c'est pas rien. Et après, Oui. tu as Marquez et Pedrosa et Capirossi qui se partagent une victoire dans ce que j'appelle moi l'ère Rossi, qui est sur 15 années Ouais, l'ère glissantes. MotoGP, quoi. Voilà. Oui, l'ère MotoGP. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça s'appelait la trottinette ou le tricycle. Non, ça s'appelait 500. Ah oui, c'est ça. Non, mais je ne connais pas. Cette espèce de connard. C'est France, tout ça. Ouais, c'est René. trop bien. Mais bien sûr que c'est trop bien. J'ai d'ailleurs, sur tes bons conseils, on se raconte un peu nos vies, regardez les docus que tu citais lors du dernier podcast. Alors oui, justement, il y a un autre petit truc qu'ils ont fait pour le Grand Prix d'Italie. Ils ont offert en vidéo gratuite des Grands Prix, donc un petit peu comme ce qui s'était fait au Grand Prix de France, on vous en avait parlé. Et j'espère franchement que MotoGP.com, donc pour pas leur faire de pub, vont continuer à faire ça, puisque c'est toujours sympathique de revoir de très très vieilles courses. Après, ça dépend entre guillemets de ce qu'on aime bien voir, mais là on parlait justement des MotoGP et aussi des 500 cm3. Moi j'adore revoir les départs de course de 500 cm3 où les mecs ils avaient pas d'anti-wheelie, ils géraient tout à la poignée de gaz et c'était vraiment super beau à voir. Moi je ne me lasse pas de revoir des vieux départs avec des 500, c'était beau, hein. Moi j'adorais les voir. Je pense que certes le style a changé un petit peu, Ouais. où maintenant il pose le coude, mais c'est vraiment des grands malades. Voilà, on peut le Oui, dire comme ça. c'était beau. Enfin, je dis pas que maintenant c'est pas beau, mais. Non, mais dans l'R 500, en plus, t'as eu les ricains, parce que là, je fais mon malin vu que j'ai regardé les docus que tu m'avais conseillé il y a pas longtemps. A priori, il y a une ère aussi du deux temps où la puissance des machines a fait que t'étais obligé d'avoir de la glisse, parce que Oui. l'arrière ne pouvait plus encaisser les chevaux qui arrivaient. Plus précisément le couple qui arrivait. Donc en fait ont été favorisés pendant de nombreuses années les pilotes US ou australiens qui étaient de l'école de la glisse. Cité Hayden lors du dernier numéro. Et effectivement, t'avais les gens que ça n'embêtait pas trop que ça drifte un peu. Pour, Qui faisait avec. voilà, ils faisaient avec, et voire même avec les deux roues, l'avant et l'arrière qui dérapaient. Bah oui. Se sont trouvés, on va pas dire favorisés, mais c'était un des grands Le changements. style collait à la moto. Ouais, c'est un des grands changements de type de pilotage avant que les gens dérangent encore plus et posent limite le casque. Ça a été la relative non-adhérence dans certaines courbes qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, notamment avec un grand malade comme Marquez qui rentre tout en travers. Bon, bah écoute, sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Merci à toi pour ta participation, Steph, et on va surtout se retrouver très vite. On va se retrouver la semaine prochaine pour le Grand Prix de Catalogne. Miam miam. Mais d'ici là, les petits clous, stay tuned, et puis regardez les déclarations fracassantes du paddock. Et puis on vous en fera un petit best-of. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.